Europe 1. Le journal de 7h30 avec Jean-Luc Boujon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'homme qui a agressé le maire d'un petit village de l'Isère mercredi dernier a donc été mis en examen hier et écroué. Un homme de 60 ans, habitant de la commune de Villeneuve-de-Marre, mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le maire du village, touché au bras et au thorax, est aujourd'hui hors de danger. L'agresseur aurait voulu, semble-t-il, régler par la manière forte un litige immobilier qui l'opposait à la mairie. Un homme qui a expliqué avoir pété les plombs sans avoir eu l'intention de tuer le maire. Alors quel est donc le profil de cet agresseur ? Réponse avec ce reportage à Grenoble de notre correspondante en Auvergne-Rhône-Alpes, Noémie Loisel. L'agresseur âgé de 60 ans, sans antécédent judiciaire, a reconnu devant les enquêteurs être conscient, selon les mots du procureur de Grenoble, de ce qu'il avait fait et répété n'avoir aucune intention d'homicide. Il a affirmé avoir été poussé à bout, précise Étienne Manteau. Il explique qu'il rentre chez lui et, je le cite, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est l'accumulation des choses qui m'a fait péter un plomb. Il y a eu une rupture dans mon esprit, c'est toujours ces mots. J'ai fait ça machinalement. Ça a été un enchaînement. J'étais victime d'une injustice. » Selon le procureur de Grenoble, il présente surtout un vécu persécutif. Ce qui est saillant au travers des auditions, c'est vraiment un vécu persécutif et une tendance à la réinterprétation de ce qu'il vit. Il évoque une surveillance du maire, soit exercée directement, soit exercée par des administrés. Sa sœur a été retrouvée décédée, pendue dans son appartement en avril 2025. Et pour autant, monsieur considère aujourd'hui qu'elle a été assassinée parce qu'elle avait un problème avec son bailleur. On a retrouvé sous son oreiller 2 couteaux. Ces couteaux étaient positionnés pour se défendre si, je le cite, on veut me faire la même chose qu'à ma sœur. L'agresseur a été mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Noémie Loisel à Grenoble pour Europe 1. À Draguignan dans le Var, un enfant de 8 ans a été hospitalisé hier dans un état grave après avoir été poussé par sa sœur de 14 ans depuis le 3e étage de l'immeuble familial. Une adolescente qui a expliqué aux enquêteurs avoir entendu des voix l'incitant à pousser son petit frère dans le vide. C'était la bonne nouvelle de la soirée d'hier. Le gigantesque incendie de l'Aude a enfin été maîtrisé par les pompiers après 6 jours de lutte acharnée. Malgré de nouveaux départs de feu et des conditions météo difficiles, notamment le retour du vent, les soldats du feu sont parvenus à éteindre les flammes. Des pompiers qui restent mobilisés, 1300 d'entre eux sont toujours sur place. Et c'est une nouvelle semaine très chaude qui s'annonce sur tout le pays. Les températures vont en certains endroits dépasser les 40 degrés, peut-être même 45 degrés dans le sud-ouest. D'ailleurs, 12 départements vont passer ce jour en vigilance rouge dans cette partie du pays, de la Charente à la Haute-Garonne, en passant par la Gironde, le Tarn ou l'Aude, justement, territoire vraiment pas épargné, ce qui va obliger les pompiers à rester extrêmement vigilants aujourd'hui encore, comme l'explique Michael Sabot, il est le directeur adjoint des pompiers de l'Aude. Dans la journée, nous aurons le renfort d'une 50aine de militaires qui travailleront jusqu'à 14h au vu de la vigilance rouge canicule. Ils nous aideront à traiter les lisières, à noyer les lisières, à éviter qu'il y ait toute réactivation pour pouvoir à un moment donné le passer feu éteint. On est 950 à l'heure actuelle sapeurs-pompiers sur le terrain, 13 colonnes de renfort extra-départementales et 75 sapeurs-pompiers de l'Aude. La canicule rouge amène des difficultés à traiter le chantier, mais elle amène également des risques sur les autres massifs du département. Alors, Michael Sabot, directeur adjoint des pompiers de l'Aude, de ces 12 départements du sud-ouest resteront en vigilance rouge également demain, vient de préciser Météo France. À noter par ailleurs que 41 départements restent placés, eux, en vigilance orange canicule et que cette vague de chaleur progresse aussi vers le nord. Et c'est un comble, mais cette canicule rend les vacances parfois difficiles à vivre. C'est le cas par exemple pour les campeurs. Et oui, l'isolation thermique n'est pas vraiment le point fort des tentes de camping ni des mobil-homes. Du coup, même avec un point d'eau à proximité, pas évident d'en profiter comme il se doit. Reportage dans les Landes, un des départements en rouge aujourd'hui, précisément au camping de Saint-Sevé, où s'est rendu Guillaume Dreschler. En cette fin de journée, le thermomètre dépasse déjà les 40 degrés. C'est chaud, j'ose même pas aller à la piscine, c'est un coup à faire une installation. Julien arrive de Toulouse avec sa femme et ses 3 enfants. Là il fait chaud, même à Toulouse on est habitué, mais là j'ai les enfants, ils sont en PLS. Ouais. Le mobil-home de Xavier est lui en plein soleil, pas un arbre à proximité, compliqué pour se reposer. À table, trop chaud partout, dans toutes les pièces il fait trop chaud. Tout à l'heure j'ai voulu m'allonger un peu, l'oreiller est chaud, mais chaud de chez chaud. Enlever tout.
On préfère être quand même à l'extérieur qu'à l'intérieur quand même. À côté, Anthony vient de Belgique, il adapte ses sorties en famille. Ici on découvre la météo, ça tabasse bien et c'est piscine, ombre, on profitera aussi de la proximité de la rivière et on cherche les points de fraîcheur. Face au pic de chaleur attendu, le camping Rive de l'Adour à Saint-Sevé se prépare. Le gérant François Bernier s'attend même à des consignes de la préfecture. Si on a la préfecture qui nous dit interdiction de sport, toutes nos activités sportives qu'on prévoit, comme le foot par exemple ou le tennis, on ne pourra pas le faire. C'est surtout les activités qui sont en plein soleil qu'on ne pourra pas se permettre de le faire parce qu'il y aura trop de dangers. Pas de problème, lundi c'est ping-pong, à l'ombre, près d'un point d'eau et encadré par un animateur. À Saint-Sevé, Guillaume Dreschler pour Europe 1. Comme de nombreuses marques françaises de vêtements, l'enseigne Naf en grande difficulté. Oui, vous l'avez peut-être remarqué en passant devant certaines boutiques de la marque, les rideaux sont parfois baissés. Plusieurs magasins ont en effet mis la clé sous la porte en mai dernier. Naf a été placé en redressement judiciaire ce jeudi. L'offre de reprise du groupe Beaumanoir a été choisie par le tribunal de commerce de Bobigny. Alexis Bourdon, c'est tout un secteur d'activité qui poursuit sa descente aux enfers. Oui, après Jennifer, Pinky ou encore Gap France, c'est au tour de Naf d'être en très grosse difficulté. Plus de 400 personnes sur les 600 que compte l'enseigne pourraient se retrouver sur le carreau. Pour Aurélie Flissard, secrétaire générale CFDT, ce coup d'arrêt pour les historiques et du textile français n'a rien de surprenant. C'est un secteur qui peut-être avait trop d'acteurs, était trop concurrentiel et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'était plutôt inévitable dans ce secteur très fragilisé du commerce de détail de l'habillement. Pour autant, nos placards ne désemplissent pas, bien au contraire. Selon l'éco-organisme Refashion, les Français ont acheté 42 vêtements par personne l'an dernier, un record. Pour l'économiste Pascal Ebel, le marché du textile est en pleine transformation. Les gens achètent de plus en plus de vêtements, mais le budget ne fait que baisser. Ça fait 15 ans que le chiffre d'affaires du secteur diminue. Les plateformes chinoises envahissent le marché européen et donc les gens sont tentés d'acheter des pièces qui ne durent pas et qui font qu'on achète plus de vêtements sur ces plateformes chinoises. D'après la Fédération Alliance du Commerce, le secteur du textile a perdu près de 47 000 emplois entre 2013 et 2024. Les explications d'Alexis Bourdon. Elles ont été envoyées juste avant le week-end, les lettres de cadrage qui dessinent les futures pistes d'économie qui seront inscrites dans le projet de loi de finances à la rentrée. Elles ont été adressées aux syndicats par Matignon. Elles fixent l'objectif des négociations que le gouvernement demande aux partenaires sociaux d'ouvrir sur 2 sujets, l'assurance chômage et les jours fériés, 2 sujets brûlants qui pourraient rendre la rentrée sociale explosive si l'on en croit les premières réactions des syndicats qui évoquent déjà 2 mobilisations à venir, les 1er et 10 septembre prochains. Il est 7h38, vous écoutez Europe 1 matin. Au Proche-Orient, Benyamin Netanyahou a donné des précisions hier sur son plan d'occupation de Gaza. Le Premier ministre israélien, qui doit faire face à de nombreuses oppositions, notamment parmi les pays européens, a expliqué hier que lors d'une conférence de presse que son plan en 5 points était le seul moyen de mettre un terme à la guerre et de libérer Gaza de l'organisation terroriste du Hamas. Il souhaite également de cette façon libérer les derniers otages prisonniers du Hamas. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Le Premier ministre israélien a tenté hier de convaincre de la justesse de son projet, Frédéric. En effet, Benyamin Netanyahou a donné 2 conférences de presse hier. La première devant les représentants des médias étrangers, la seconde, quelques heures plus tard, était destinée au public israélien. Objectif pour le chef du gouvernement, tenter de clarifier ses intentions sur son projet controversé de prise de contrôle de la totalité de la bande de Gaza, projet critiqué par l'opposition, par la haute hiérarchie militaire et par les familles des otages qui craignent pour la vie de leurs proches. Projet dénoncé également par la communauté internationale, à l'exception notable de Donald Trump, avec qui Benyamin Netanyahou a d'ailleurs eu un entretien téléphonique hier dans la soirée. Pour le Premier ministre, la prise de contrôle militaire de l'ensemble du territoire gazaoui est le seul moyen d'obtenir la libération des otages et la fin de la guerre, car les conditions exigées par le Hamas dans le cadre des négociations indirectes n'étaient pas acceptables. À terme, il ne s'agit pas, a-t-il précisé, de garder la bande de Gaza sous souveraineté israélienne, mais d'en confier la gestion à une administration pacifique, Israël continuant par contre d'exercer le contrôle sécuritaire. Merci Frédéric. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. On a appris aussi tout à l'heure la mort de 5 journalistes de la chaîne Al Jazeera suite à une frappe israélienne sur Gaza. C'est la chaîne qatarienne qui l'a annoncé, frappe confirmée par l'armée israélienne qui explique qu'elle visait Anas Al-Sharif, un terroriste se faisant passer pour un journaliste et chef d'une cellule soupçonnée d'avoir préparé des attaques de roquettes contre des civils et des soldats israéliens, a précisé l'armée de l'État hébreu.
Le sommet Trump-Poutine, c'est vendredi que les présidents américains et russes vont se rencontrer en Alaska. Un tête-à-tête qui vise à trouver une issue pacifique au conflit qui oppose depuis 3 ans et demi la Russie et l'Ukraine. Justement, cette rencontre en tête-à-tête n'est pas du goût des pays européens qui font pression pour que le président ukrainien Volodymyr Zelensky soit présent en Alaska. Aucune résolution de ce conflit qui a lieu sur leur sol ne peut se faire sans les Ukrainiens, ont estimé plusieurs dirigeants européens, dont les présidents français et allemands. Petite lueur d'espoir, un ambassadeur américain auprès de l'OTAN estimait hier que la présence du dirigeant ukrainien à ce sommet est possible et que les demandes européennes et ukrainiennes pourraient donc être satisfaites. Kiev, de son côté, qui affirme ce matin avoir touché 2 raffineries russes avec des drones. En Turquie, un séisme d'une magnitude de 6,1 degrés a secoué hier l'ouest du pays. Un bilan provisoire fait état d'un mort et de 29 blessés. Allez, place à la bande dessinée pour terminer ce journal. Une bande dessinée sur l'incroyable histoire d'un braquage hors norme qui a réellement eu lieu au début des années 70, qui plus est, dans les airs. Reportage de notre spécialiste BD à Europe 1, Sébastien Bordenave. La quarantaine élégante, les cheveux noirs, un costume noir, une chemise blanche. Nous sommes un 24 novembre 1971 et Dan Cooper embarque depuis Portland à bord d'un Boeing de la compagnie Northwest Orient Airlines. En plein vol, il menace une hôtesse de l'air de faire exploser l'appareil. Il exige que l'avion atterrisse, qu'on lui donne $200 000, que les passagers soient libérés, mais que l'équipage reste avec lui pour le redécollage. Le Boeing finit par repartir, puis Dan Cooper sautera en parachute avec l'argent, des petites coupures de $20, toutes photographiées au préalable sur microfilm par les services de renseignement américains. On ne retrouvera jamais le malfrat. Une zone de 72 km² de forêt sera passée au peigne fin. Peine perdue, 50 ans plus tard, le FBI reconnaîtra avoir fait chou blanc. Après l'affaire, d'autres pirates du ciel vont tenter de l'imiter, mais sans succès. La BD Le Dernier Vol de Dan Cooper raconte tout ça. Une BD aux allures de Mission Impossible, mais qui a réussi pour Dan Cooper. Merci Sébastien Bordenave. Donc cette BD est à retrouver, elle est éditée chez Glénat et c'est une bande dessinée de Jean-Luc Cornette et Renaud Garetta. Et merci Jean-Luc pour votre journal de 7h30.